Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses de l'un des studios les plus technophiles et innovants de la scène vidéoludique, Quantic Dream. Et pour l'occasion, David Cage a accepté de nous parler. Il n'est autre que le fondateur du studio auquel on doit notamment Heavy Rain, Detroit Become Human ou le prochain Star Wars Eclipse. C'est parti! David, bonjour et merci de nous accueillir dans les studios de Quantic Dream. Bonjour, merci d'être là. Et on est ravis, on est en plein cœur du studio de motion capture. C'est un peu le réacteur ici du studio, c'est vrai. Une des particularités qu'on a à Quantic Dream, c'est de travailler avec des acteurs réels et donc de capturer leur performance et leur émotion. Et cette salle sert à ça, c'est un plateau de tournage où on va capturer la voix, le visage, les mouvements. On va revenir sur tout l'aspect technique, technologique de Quantic. Alors le studio existe depuis 1997, mais à l'origine vous êtes un passionné de musique. Oui. Comment on en vient à faire du jeu vidéo ? Très naturellement, en fait, je travaillais dans la musique, effectivement, où je composais, j'arrangeais pour différents clients. J'ai commencé à travailler pour le jeu vidéo à une époque où, en fait, c'était compliqué de faire de la musique dans le jeu vidéo, puisque, en fait, il fallait programmer des synthétiseurs dans les consoles, il fallait faire tout un tas de choses. C'était plus de la programmation que de la musique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des équipes, à avoir des amis dans les équipes de développement, et puis à m'intéresser à ça. Et puis, j'ai eu une grande chance, c'est que la technologie a évolué. On va y revenir, mais en tout cas, du côté de la musique, on est passé de cette programmation de musique à pouvoir simplement enregistrer des vrais instruments et avoir de la vraie, entre guillemets, de la vraie musique dans les jeux vidéo. La musique qui reste quelque chose de très important dans tous vos jeux. Très important, et puis je rate pas une occasion dès que je peux d'en faire un petit peu. Un vrai homme orchestre. Quantic Dream, j'ai envie de dire, déjà dès le nom, il y avait quelque chose de technologique qui s'annonçait. Pourquoi ce nom ? C'était un petit jeu de mots avec la physique quantique. Et en fait, la physique quantique, c'est à la fois de la science, c'est de la physique, c'est des équations mathématiques, de la technologie indirectement. Mais c'est aussi quelque chose qui est impalpable, insaisissable, inexplicable. Et voilà, c'était l'idée de mélanger un peu de la technologie et de l'imaginaire. Qu'est-ce qui était plus fort ? L'idée d'injecter de la technologie ou l'idée de faire des jeux ? Non, alors en fait, je peux vous parler du moment où j'ai créé Quantic Dream. En fait, c'était dans un salon de l'électronique à Las Vegas. Le CES. Au CES, en 96, même avant. Et en fait, je me balade dans une allée. Au détour d'une allée, je tombe sur une démo d'une petite boîte grise. Je regarde un peu plus près. Il y a écrit PlayStation dessus. Je me dis, ok, qu'est-ce que c'est ? Et je vois tourner un jeu en ce qu'on appelle 3D, en 3 dimensions, pour la première fois. Parce que jusque-là, les jeux étaient faits en deux dimensions, en 2D, ils étaient à plat, et puis tout à coup, ça y est, la puissance de la console permettait d'avoir la 3e dimension. Et je vois ça, et je me dis, c'est incroyable. Ça y est, on a une caméra qui peut tourner autour, on peut vraiment voir les choses, on peut explorer, on va pouvoir raconter des histoires en 3 dimensions avec des personnages. C'est incroyable, c'est ça que je veux faire. Et en fait, ça a été le point de départ du studio. Le premier jeu qui arrive en 99, c'est Omicron, The Nomad Soul. Ouais. C'est pareil, dans le nom, c'est déjà un peu une référence technologique. C'était votre première envie d'exploration, cette idée déjà de mettre des mondes ouverts, qui à l'époque n'était pas totalement généralisé comme aujourd'hui. C'était quoi ? C'était une tentative de laboratoire, ce jeu ? Alors, Nomad Soul, c'est vraiment le résultat de l'inconscience totale. C'est-à-dire quand on n'y connaît rien en technologie, du coup, on n'a aucune limite, on ne sait pas ce qui est possible, ce qui est impossible. Et donc, on dit à une équipe, tiens, pourquoi on ne ferait pas une ville dans 3 dimensions ? Personne ne l'a fait. Oui, mais personne ne l'a fait, il y a une raison, c'est pas parce que personne n'y a pensé, c'est parce que c'est compliqué. Et donc en fait on part comme ça sur une idée complètement folle de dire on va faire une ville futuriste en 3 dimensions. Et du coup on s'est retrouvé à créer la première ville, ou une des toutes premières villes en 3D à l'époque, avec des passants, des véhicules, une vie, etc. Et puis de fil en aiguille on se dit tiens mais il va falloir animer ces personnages, comment on va faire ? Il y a cette technologie qui arrive tout juste, qui vient du monde médical, qui s'appelle la motion capture, qui servait à étudier la marche humaine, les scolioses, etc. Donc il y avait vraiment une application médicale. Il y a des gens qui commençaient à l'utiliser pour faire des effets spéciaux. On se dit, génial, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on injecte à ce moment ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On a tenté la motion capture. Qu'est-ce qu'on essaie d'aller ? Vous allez avoir votre propre moteur aussi, on va en reparler tout à l'heure. C'était important ça aussi ?
Là aussi, c'est un peu la nécessité et l'inconscience qui nous a guidés depuis le début, puisqu'en fait, quand on commence Nomadsoul, il n'y a pas de moteur, ça n'existe pas. Et quand on commence le développement, il n'y avait même pas de carte accélératrice 3D. C'est-à-dire qu'il fallait se débrouiller avec le PC de l'époque pour faire tourner la 3D, ce qui est impossible quasiment, très compliqué. Et donc en fait, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien, il fallait tout inventer. Donc on a développé notre moteur 3D parce qu'il n'y en avait pas. Puis le jeu d'après, il n'y en avait toujours pas. On s'est dit, bon, on va continuer. Puis de fil en aiguille, en fait, on développe de la technologie depuis 30 ans maintenant. Ben voilà, justement, on va en parler avec Ronan Marchalot, qui est votre acolyte de moteur et qui s'occupe. Alors, son poste, comme on dit, rendering oui, il est directeur du rendu. Voilà, directeur du rendu, qui va nous expliquer l'évolution du moteur. Quantic Dream a débuté à la fin des années 90, donc sur Nomadsoul, donc j'étais pas encore là. Moi, je suis arrivé au début du développement de Fahrenheit. Ils ont fait un moteur à partir de rien du tout, qu'ils ont développé eux-mêmes. Et quand je suis arrivé, ils avaient commencé à tout refaire de zéro. Et après, on a juste fait des évolutions. Et ça donne un gros avantage. Si quelqu'un a besoin d'une nouveauté, d'une feature, alors moi c'est plutôt dans le domaine graphique, mais ça peut être dans n'importe quel domaine pour le gameplay, il suffit de venir me voir ou de voir quelqu'un de mon équipe. Donc déjà, on peut aider les utilisateurs à bien formuler leurs demandes, à bien réfléchir à la meilleure façon d'adresser leurs problèmes. Et du coup, on peut le faire, parce qu'on connaît le moteur par cœur. Donc en général, les changements ne sont pas trop difficiles à faire pour nous. Si on utilisait un moteur qu'on avait acheté, ce serait beaucoup plus compliqué. Justement, ça fait 25 ans que tu es là. En quoi il a évolué ? Qu'est-ce qui est le plus marquant pour toi en évolution technologique sur les 25 dernières années ? Chaque fois qu'une console sort, il y a des ruptures technologiques. À chaque fois. Les évolutions sont de moins en moins disruptives, mais entre la PlayStation 2 et la PlayStation 3, c'est un univers. Et même entre la 1 et la 2 et la 2 et la 3, c'était des univers complètement différents. Et un jeu comme Détroit, quand il sort en 2018, on est avant la PS5 et tout ça, c'est un jeu qui aujourd'hui sur PS5 ne dénote pas du tout. Il semble très en avance justement au niveau du moteur et du rendu. On a produit en fait des graphismes de tellement bonne qualité que beaucoup de studios ne pouvaient pas faire ou n'avaient pas le temps. Et ce qui fait qu'en fait il y a certains jeux qui sont vraiment tellement bons graphiquement qu'on a l'impression qu'ils sont d'une génération supérieure. Par exemple Red Dead Redemption 2, il était tellement beau, pas à cause... il exploitait très bien la machine, mais il y a un travail artistique complètement incroyable. Qui fait qu'effectivement, même si on rejoue maintenant sur une PS5, malgré le saut de génération, c'est quand même vraiment impressionnant. Donc nous, on a un peu ça aussi. C'est-à-dire que le jeu était tellement bien réalisé graphiquement qu'il n'a pas trop vieilli, mais c'est surtout que ça coûte très cher de faire un jeu comme ça, donc en fait même les jeux de la nouvelle génération sur PS5, c'est compliqué d'atteindre le même niveau de détail, il faut passer vraiment beaucoup de temps sur les personnages. Un moteur, c'est très bien pour faire des jeux. Là, on parlait de la salle de motion capture où on est. C'est important tout cet aspect motion capture. On a vu de la photogrammétrie aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre au moment où on crée un jeu ? On se dit, la motion capture, on veut des technologies très particulières parce que c'est une très grande salle ici. On veut de la photogrammétrie. Comment est-ce que vous pensez la technologie de capture de tous ces mouvements justement ? Alors on part toujours, ici à Quantic, on part toujours de l'envie entre guillemets artistique, de l'envie créative, pour aller en conclure qu'est-ce qu'il faut faire en termes de technologie. Donc par exemple au tout début, quand on s'est dit on veut s'engager dans des expériences qui sont narratives, qui sont basées sur l'histoire, sur les personnages, sur les émotions, le véhicule de l'émotion, c'est les personnages. Et donc dès le début, on s'est demandé, il y a plus de 25 ans, comment on fait pour avoir les personnages les plus convaincants possibles. Alors il y a toute une histoire à ça. Au tout début, les personnages étaient en 2 dimensions, donc ils étaient à plat, c'était des dessins. Puis on est passé en 3D, mais en 3D on savait pas trop comment faire, donc on inventait un visage. Puis il y avait un autre acteur ou parfois un animateur qui faisait bouger le corps. Puis il y avait quelqu'un d'autre qui faisait la voix. Et on avait un peu une espèce de cadavre exquis pour les personnages qui faisait qu'ils étaient le résultat du travail de 3-4 personnes. Mais du coup, ils perdaient un peu leur consistance. Et alors, à Quantic, on a été un des premiers studios au monde à dire on veut changer tout ça, on veut créer les premiers acteurs virtuels. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire d'avoir une seule personne qui crée la performance et pas d'avoir un patchwork de plusieurs personnes
Donc le travail combiné va créer une performance. On voulait un acteur et donc il fallait capturer son image, il fallait capturer son mouvement, il fallait capturer sa voix, ses mouvements dans le moindre détail pour retranscrire la performance de l'acteur en 3 dimensions dans le jeu. Les premiers acteurs que vous avez mis en motion capture, ils avaient pris ça comment? Ils étaient surpris par l'exercice? Ils étaient curieux? Ça se passe comment quand on explique que on va les faire travailler différemment d'un métier d'acteur traditionnel? Alors, ils sont toujours surpris, y compris aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Même si il y a 30 ans, c'était complètement extraterrestre ce qu'on leur proposait. Donc ils venaient, ils découvraient, ils ne comprenaient pas trop. Aujourd'hui, ils ont tous vu des making-of. Aujourd'hui, il y a des films, tous les films d'Avatar, tout ce qu'on peut voir en effets spéciaux, tout ça est fait en motion capture. Donc ils sont beaucoup plus familiers de la technologie. Mais la manière dont on travaille ici est très particulière parce qu'on travaille sur des histoires qui sont non linéaires, c'est-à-dire c'est des histoires dont le joueur est le héros. Donc ça veut dire qu'on propose plusieurs possibilités au joueur et c'est lui qui décide ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, comment il veut se comporter, etc. Et l'histoire va gérer les conséquences. Mais une conséquence entraîne une autre conséquence qui entraîne une autre conséquence. Donc on se retrouve dans un arbre des possibles. Sauf que les acteurs qui viennent sur notre plateau doivent tourner toutes les possibilités, tout ce que leur personnage peut dire, toutes les choses auxquelles ils peuvent réagir. Donc c'est un exercice mental. Au début, ils sont totalement désorientés, ils regardent ici en disant « Mon Dieu, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, qu'est-ce que je viens faire là ?» Et puis en plus, on me demande de dire différentes choses qui sont opposées, je ne comprends pas, c'est pas linéaire. Et ils ont 2-3 jours, ils sont désorientés. Au bout de 2-3 jours, ils disent mais quelle liberté. C'est une expérience fantastique pour les acteurs parce qu'ils peuvent jouer tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors c'est ce que j'ai demandé parce que sur un jeu comme Detroit Become Human, on parlait d'un scénario à cause de toutes les arborescences à 10 000 pages. Est-ce que c'est vrai? Non, sur Detroit, il y en a 4500 pages. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est bien. Mais pour comparer, un film, c'est autour de 90 à 100 pages. Un film de 90 minutes. Oui, c'est pour ça on est quand même sur quelque chose d'énorme. Ouais. Et pour les acteurs, ça veut dire autant de séquences à imaginer. Comme on tourne comme une série télé ou comme un film, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que les acteurs non seulement doivent jouer tous ces différents embranchements et tous ces choix, mais ils doivent les mémoriser. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils mémorisent leur texte comme ils le feraient pour une pièce de théâtre ou pour un film. Donc en fait, on leur demande d'ingérer et de jouer énormément de textes. Justement, on va faire le tour du studio de motion capture avec Florence Fournier, qui est la gardienne du temple. Absolument. Des lieux, qui va tout nous expliquer. Alors ici, c'est le studio de motion capture. C'est là où la magie commence et où on capture donc tous les mouvements des acteurs, que ce soit que le body, le facial et le son. Nous, on va équiper les acteurs, on va leur mettre une sorte de pyjama, une combinaison où on va mettre des marqueurs dessus. Les marqueurs, ce sont des petites boules avec de la tape réfléchissante, comme les personnes qui travaillent à l'extérieur vont avoir sur leur manteau. Et donc, c'est ce que les caméras vont voir. Et on va avoir une zone de capture de 14 par 6. On a 54 caméras Vicon qui vont avoir une lentille et après un filtre par-dessus particulier qui leur permet de voir que ce qui reflète la lumière. Elles sont dans un environnement 3D spécifique pour pouvoir voir que les marqueurs. Il y a bien sûr les directeurs qui vont diriger les acteurs. Il va y avoir la script qui va leur dire attention, il y a une position raccord par rapport à ce qu'il y a avant, après, qu'est-ce qui doit se passer. On va avoir l'opérateur du temps réel parce qu'on va avoir un retour de nos acteurs dans la 3D avec le décor 3D parce qu'ici il n'y a pas vraiment de décor. On va mettre des petits objets, on ne voit pas le décor. Donc tout ça, ça va être quelque chose qui va être visible que sur les écrans. On a aussi l'opérateur facial qui lui va vérifier le son. Et derrière, on a tous les techniciens en aide pour être là avec nous. Ça veut dire qu'en même temps, les acteurs et les actrices qui sont là, on enregistre, ils jouent vraiment la scène. C'est plus comme à l'ancienne un peu où on capturait juste des mouvements. On capture tout. Le but est de tout capturer et d'avoir l'émotion retranscrite et gardée du début, c'est-à-dire à l'acting, jusqu'à la 3D rendue dans le jeu. Qu'est-ce qui manque encore pour qu'on soit ultra réaliste dans la motion capture? Parce que ce sera encore un gap sur le visage où il nous faut... Parce que le visage, il y a tellement de muscles et de petites choses. C'est encore peut-être l'endroit où on a encore beaucoup de choses à travailler. On a fait le tour du plateau. Il y a un jeu qui avait marqué les esprits, on a dit c'était Detroit pour justement tout le travail de motion capture, mais aussi parce qu'on parlait beaucoup IA dedans. À quand de l'IA chez Quantic Dream?
Alors de l'IA, pourquoi faire? C'est plutôt ça la question. C'est l'IA en tant qu'outil pour automatiser des tâches qui sont rébarbatives, etc. C'est quelque chose qui est intéressant et c'est un outil parmi d'autres. Par contre, de l'IA pour créer ou de l'IA pour remplacer de l'humain, Ça vous intéresse pas? c'est quelque chose sur lequel on est, nous, pas à l'aise. D'abord parce que moi, une des choses qui me fascine dans mon métier, c'est de travailler avec les acteurs. Et c'est de les aider, de les accompagner, vraiment de les faire briller sur le plateau, de faire mon mieux pour ça. En fait, sur Détroit, moi j'avais passé beaucoup de temps à réfléchir à l'IA et plus que d'y réfléchir, j'étais rencontré des gens qui travaillent sur l'IA. J'étais dans des labos, j'étais rencontré des scientifiques, j'étais rencontré des gens qui commençaient à faire de la musique avec de l'IA, qui étudiaient comment on fait des improvisations de jazz, par exemple, au piano, inspirés ou nourris par un pianiste humain, avec une IA qui va être capable d'improviser dans le style de... Et j'étais très impressionné, je visitais ces plateaux-là, ces labos-là en 2014, 2015. Oui, j'allais dire, il y a près de 10 ans. Ouais. Et c'était déjà très impressionnant à l'époque. Et moi, j'étais ressorti notamment de cette expérience sur l'improvisation de jazz, très impressionné, parce qu'il y avait un moment où en fait, on passait de l'humain à l'IA et on n'était pas capable d'entendre la différence. Et ça m'avait vraiment effrayé. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce qui a déclenché un peu l'écriture du jeu. Mais c'était aussi cette idée de dire le progrès, est-ce qu'on va être capable d'arrêter le progrès, y compris si le progrès à terme peut devenir nocif. Ça fait 25 ans et plus même que vous mettez de la technologie dans les jeux. Vers quoi on peut tendre aujourd'hui pour améliorer les jeux? On parle souvent des moteurs graphiques qui sont de plus en plus riches, modernes, réalistes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prochaine étape? Alors, il s'est passé énormément de choses. À Quantic Dream, on le voit depuis 28 ans, à travailler sur des jeux, à chaque fois accompagner les évolutions de la technologie, etc. On voit comment déjà les moteurs de jeu vont vers toujours plus de photoréalisme. On va toujours plus vers le réel. On s'en rapproche. Il y a eu une longue période où on en était loin, puis on en était près mais bizarre. Mais là, on est en train de progressivement de le passer. On arrive à des niveaux de réalisme aujourd'hui à travers des technologies comme la photogrammétrie, les moteurs de jeu, qui deviennent de plus en plus convaincantes et réalistes. Le rendu, on va y arriver, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous regarderez un jeu et vous ne pourrez plus dire si c'est un jeu ou la réalité, parce qu'on sera un pour un avec le réel. Maintenant, le monde, c'est pas juste à quoi il ressemble, c'est aussi comment il fonctionne. Là, on a vu arriver depuis des années maintenant des moteurs qu'on appelle de physique, qui recréent la gravité des objets, qui permettent de faire tomber des choses de manière réaliste ou de détruire des choses de manière parfaitement réaliste. Ça fonctionne aujourd'hui, on sait le faire. On voit arriver progressivement des logiques d'intelligence artificielle avec des comportements de plus en plus sophistiqués, des passants dans votre jeu. Vous traversez un village, une ville, et vous avez des gens qui vivent leur vie autour de vous, qui semblent avoir en tout cas une vie réelle. On va voir ces comportements-là évoluer de plus en plus. Et puis peut-être on va arriver à de la narration générée. Peut-être que il y a un moment où le jeu va raconter son histoire au fur et à mesure, dynamiquement, autour de vous, en fonction de vos actions, et vous pourrez créer votre propre narration à travers vos actions. Vous l'avez dit, vous êtes scénariste aussi. Il y a toujours une dimension extrêmement cinématographique dans vos jeux. On l'a dit, il y a des acteurs aussi. On avait vu Ellen Page, Willem Dafoe, on a vu David Bowie aussi. On a vu beaucoup de gens. C'est l'amoureux du cinéma qui fait du jeu vidéo, c'est l'amoureux du cinéma qui aimerait être réalisateur aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a pas de frustration. Parce qu'on me pose souvent la question. Je ne fais pas du jeu vidéo depuis 30 ans maintenant, par défaut, parce que je rêve en fait de faire du cinéma. Ça n'a jamais été ma motivation. Par l'envie d'un nouveau média aussi, ça pourrait être, d'un nouveau support. Oui, ça a été plus ça en fait au départ, c'est de me dire... on connaît tous l'histoire des pionniers du cinéma, comment ils inventaient leurs caméras, comment ils inventaient leurs effets spéciaux et à quel point c'était une époque fabuleuse parce que tout était à créer. Et en fait, quand j'ai commencé dans le jeu vidéo il y a 30 ans, il n'y avait pas vraiment de narration, il n'y avait pas vraiment de caractérisation, la caméra 3D n'avait pas de langage, et toute la grammaire et tout était à inventer en fait. Raconter une histoire en 3D, ça n'existait pas. Et donc en fait, moi ce qui m'a fasciné au début, attiré, c'était pas la frustration de ne pas faire du cinéma, c'est au contraire de me dire je peux participer
à cette aventure créative et technologique absolument extraordinaire qui est peut-être l'équivalent des débuts du cinéma au début du XXe siècle. J'ai fait des courts-métrages dans le cadre de Quantic Dream, Ben on voilà. s'amusait à faire des choses qui étaient à la fois des démos technologiques et des démos narratives. Cara était une démo de Tout à fait, Détroit. tout à fait. Et c'était voilà, c'était une des premières démos de performance capture. On parlait de capturer un acteur entier. Ben, Cara, le court-métrage qu'on peut encore voir sur YouTube aujourd'hui, était la première démo. On a discuté avec votre directeur de la photo, Émeric Montouché, justement, de votre relation au cinéma et comment est-ce que c'était injecté dans les jeux de Quantic Dream. Ça se passe de la même manière que sur un film, puisqu'au final on a un scénario aussi que David aura écrit. De là, moi je vais essayer d'interpréter cette vision, je vais essayer d'apporter ma connaissance de la même manière que je l'aurais fait sur un film. Là où ça diffère, c'est vraiment sur le côté technique, où la connaissance est la même, l'application est quasiment la même. Ce qui change, c'est les contraintes. On l'a dit, il y a beaucoup de jeux ici, narratifs, cinématographiques, de l'intérêt de venir du milieu du cinéma. Est-ce qu'on pense l'éclairage pareil ? Est-ce qu'il y a une demande particulière de David et des équipes sur un rendu qui soit plus de l'ordre de ce qu'on ferait sur un tournage par rapport à juste de l'éclairage de scènes de jeux vidéo ? On est absolument dans une recherche d'amélioration continue de l'éclairage pour se rapprocher du cinéma. On part toujours du principe, au niveau du studio graphique, de construire quelque chose de visuellement convaincant avant de se soucier des aspects techniques liés aux jeux vidéo. On va toujours essayer d'avoir le jeu le plus beau possible et le plus cinématographique. Il y a pas mal de choses qui rendent ma vie plus facile en tant que directeur photo, notamment une contrainte toute bête du cinéma, c'est on est dans un espace réel. Sur un studio, si un mur nous embête, on va déplacer le mur pour poser nos caméras, nos éclairages là où il faut. On peut tricher un peu plus. On triche énormément. D'un point de vue cinématographie dans les jeux quantiques, le comportement de la caméra est un élément qui est essentiel. Et c'est quelque chose qu'on essaie de faire évoluer en permanence. D'un jeu à l'autre, on développe des techniques qui nous permettent d'améliorer ça et de se rapprocher de quelque chose de plus cinématographique. Côté éclairage, on a une approche qui est vraiment la même que celle du cinéma, dans le sens où on va poser l'ambiance sur le décor de la même manière qu'on le ferait sur un establishing shot. On approche l'éclairage de la même manière que le cinéma, dans le sens où on va éclairer le décor d'abord, et plus on se rapproche des personnes à travers les séquences de dialogue, plus on va modeler la lumière pour les rendre le plus beau possible. Et tout ça en temps réel. Donc il y a vraiment, c'est la même logique, c'est la même approche, mais c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant et qu'on fait de plus en plus pour toujours ramener le jeu vers un rendu cinématographique. David, on l'a vu, Quantic, c'est quand même une place à part, Quantic Dream, dans le jeu vidéo, le paysage du jeu vidéo français et mondial. Comment est-ce que vous vous définissez ? On se définit pas. Ah bah. Non, on se définit pas parce que je dis ça sincèrement parce qu'en fait, on n'a jamais été conduit par un plan ou par une réflexion de carrière ou de business. On a toujours été vraiment drivé par les envies qu'on avait au fur et à mesure d'explorer de nouvelles choses. On se démarquait dès le début parce qu'en fait, quand on a commencé à dire il y a 28 ans, on va raconter des histoires dans un jeu vidéo, tout le monde nous a regardé en disant mais non, mais c'est pas ça un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est tirer, courir, conduire une voiture, mais c'est pas raconter une histoire. Et c'est vrai que dans ce jeu qui s'appelle Fahrenheit, où on raconte, notamment il y a une séquence où on raconte le quotidien de quelqu'un qui se réveille le matin, il est détective dans la police, mais il se réveille le matin, il y a sa femme qui est là, il va prendre sa douche, il choisit ses vêtements, il boit un café, il discute avec sa femme et il part au boulot.
dans un jeu vidéo, c'était et ça reste quelque chose qui était complètement extraterrestre, quoi. C'est quelque chose qui n'avait pas de sens. Et pourtant, moi, ça a été pour moi dans ma tête un déclic en me disant si on arrive à créer une expérience dans laquelle on peut aussi parler de ça, raconter le quotidien, être dans la peau d'un personnage et vivre ce qu'il vit le matin en se levant, bah, c'est peut-être quelque chose qui est particulier. Et puis de fil en aiguille, on a voulu raconter dans Heavy Rain qu'est-ce que ça voulait dire d'être un père, qu'est-ce que c'était cette notion d'amour inconditionnel pour son enfant. Et puis on s'est dit, un jeu vidéo peut raconter ça aussi. Puis après, dans Beyond, on a voulu parler de la mort et ce qu'il y a de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'un jeu vidéo pourrait pas parler de ça alors qu'on peut faire un film, on peut écrire un livre, on peut avoir une pièce de théâtre, mais les jeux vidéo n'abordaient pas ce type de sujet. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, si on parlait de l'IA, de la relation de l'humanité à la technologie, etc., des droits aussi des minorités, et voilà, on a fait des droits. En fait, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de me dire, ce média extraordinaire, il est totalement malléable, on peut faire des tas de choses avec. En fait, l'immense chance qu'on a eue, ça a été d'arriver pendant 28 ans à trouver des partenaires à qui on expliquait qu'on faisait quelque chose d'atypique et que ce quelque chose d'atypique nécessitait du temps. De fil en aiguille, on arrive à gagner la confiance des gens qui disent ok, ça prend du temps, mais à la fin il y a quelque chose qui est peut-être un peu différent. Et donc non, on sort pas un jeu tous les ans, parfois on nous le reproche, on dit pourquoi vous travaillez pas plus vite ? On travaille pas plus vite parce que ce qu'on fait c'est de l'artisanat en fait. On ne veut pas l'industrialiser, c'est des choses qui doivent se construire dans le temps et à nous de créer l'espace. Et l'économie, c'est-à-dire ce qu'il faut aussi préciser, c'est que tous nos jeux ont été rentables depuis 28 ans, ce qui est assez rare dans notre industrie. Ce qui veut dire que c'est pas juste un délire créatif de dire on va dépenser plein de temps, plein d'argent pour un truc qui à la fin fait flop. On a réussi toujours à garder une logique économique et avoir un studio qui reste rentable à la fin. Votre futur, je ne dévoile pas de secret, c'est Star Wars Eclipse. Est-ce qu'on entendra bientôt parler de ce jeu qu'on est nombreux à attendre ? Alors, vous n'avez rien le droit de nous dire. Non, j'ai le droit de rien dire, si ce n'est qu'évidemment on travaille dessus avec encore plus de passion et de détermination. Enfin, on travaille là-dessus avec la même passion que si c'était un de nos jeux originaux qu'on avait créé. C'est la première fois qu'on travaille sur une franchise. On n'a jamais travaillé sur une suite et on veut absolument créer quelque chose de spécial, voilà. Et donc on y met tout notre cœur. J'étais obligée de tenter la question. Absolument. David Cage, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'accueil ici, dans les locaux Merci de parler de jeux Quantic vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas si courant que ça, il n'y a pas tant de gens qui le font. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce numéro spécial de multijoueurs dans les locaux de Quantic Dream. Vous pouvez retrouver cet épisode en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube, et évidemment en podcast partout. On vous dit à très vite la semaine prochaine, nous serons au Summer Game Fest.